Aujourd'hui, on va parler de pourquoi je suis scientifique et cartésienne. Et bonjour, donc bienvenue dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose que souvent, en fait, on pose en disant « Non, mais moi, je suis cartésien ou cartésienne ». Et en fait, j'ai envie de mettre un peu de nuances là-dessus, de vous expliquer pourquoi. En fait, je me considère cartésienne scientifique et en même temps, je peux proposer des thérapies qui peuvent du coup ne pas l'être pour certains. Donc, on va rentrer dans le détail de tout ça aujourd'hui. Le but, c'est vraiment de réfléchir ensemble et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Ça me fait toujours plaisir ou en message privé. Donc déjà, moi, j'aime bien aller au fond des choses et d'aller vraiment comprendre, en fait, c'est quoi exactement, du coup, être scientifique. Moi, personnellement, dans ma définition, être scientifique, clairement, c'est par rapport déjà aux études. J'ai fait un bac STL, pour celles et ceux qui ne le savent pas, donc dans les sciences techniques de laboratoire. Donc déjà, c'est quand même une filière scientifique, même si je n'ai pas fait le bac S à proprement parler. Tout ce qui est en lien avec la science, les SVT, c'était ma matière préférée. Voilà, j'aime comprendre tout ça. Et surtout, alors, j'aime et je déteste en même temps lire des études scientifiques. Parce qu'en fait, parfois, certaines sont, je trouve, pas très bien expliquées dans leurs détails. Et donc, ça nous met du temps et ça nous coûte à vraiment essayer de comprendre en détail leur étude scientifique pour savoir à quel point est-ce qu'on peut se baser là-dessus. Car oui, je mets un pavé dans la mare pour celles et ceux qui ne sont pas forcément professionnels de santé ou pour celles et ceux qui seraient professionnels de santé mais qui ne l'ont pas forcément appris dans leurs études. Une étude scientifique, en soi, n'est pas forcément gage de vérité absolue parce qu'on peut tout faire dire aux chiffres et ça dépend aussi de qu'est-ce qu'on a mis dans ces études scientifiques, qui on a voulu analyser, comment on a voulu l'analyser. Et donc, en fait, tout ça, c'est important de savoir, du coup, le lire, l'interpréter. Et c'est aussi pour ça que je ne sais pas encore trop qu'est-ce qui sera sorti en premier, est-ce que ce sera cet épisode de podcast ou ma vidéo YouTube. Mais j'ai un projet, du coup, de sortir une vidéo YouTube dans laquelle je décrypte une étude scientifique. Je vous le dis d'avance, sur les tests salivaires, parce que ça y est, j'ai l'impression qu'en ce moment, là, on est en février, tout le monde commence à en reparler. Donc, j'ai bien envie de pouvoir un peu vulgariser pour celles et ceux pour qui ce serait trop dur. Et même pour les professionnels de santé, potentiellement venir vous mâcher le travail. Donc, en fait, moi, je me considère scientifique là-dessus en me disant qu'en fait, oui, en fait, c'est quelque chose qui m'intéresse dans tous les cas tout autant. Donc, ça m'intéresse, ça me nourrit. Et en fait, moi, tout ce qui peut être expliqué par la science, c'est trop bien. J'en suis trop heureuse. Et en même temps, je me considère comme cartésienne. Il y a des fois, ça m'est déjà arrivé de dire à des patientes, avant j'étais cartésienne, mais en fait, non, parce qu'en préparant cet épisode de podcast, je me suis demandé, mais c'est quoi en fait le mot être cartésien? Et donc, je vous dis, ce que j'ai trouvé, c'est qu'être cartésien au sens strict, en fait, ça signifie adopter la méthode de Descartes. Ok, on revient en arrière. Et donc, la méthode de Descartes, elle repose sur le doute méthodique, c'est-à-dire ne rien accepter comme vrai tant que ce n'est pas démontré de façon claire et certaine. Ok. Et c'est aussi la raison comme guide, c'est d'utiliser un peu la logique et la pensée rigoureuse pour arriver à la vérité. Mais aussi une analyse claire et distincte pour décomposer les problèmes en éléments simples pour mieux les comprendre. Donc en gros, en résumé, un esprit cartésien, en fait, ça cherche juste la clarté, la logique et la certitude avant de croire quelque chose. Même si on pourrait encore rentrer dans un détail en se disant, mais qu'est-ce que c'est la vérité en fait? Parce que chacun peut avoir une vérité bien différente. Et dans le langage, je trouve, d'aujourd'hui, de tous les jours, j'ai l'impression que quand on dit d'une personne qu'elle est cartésienne, on veut souvent dire qu'elle est rationnelle, logique, qu'elle préfère les preuves, les faits et les chiffres. Mais elle peut aussi sembler potentiellement un peu froide dans sa manière de penser et très peu ouverte à d'autres choses. Mais en fait, être cartésien, ça ne veut pas forcément dire être fermé à ce qui n'est pas scientifique. La preuve, Descartes lui-même croyait en Dieu. Alors que je crois que Dieu, au niveau scientifique, c'est un peu difficile à prouver. Et il considérait aussi, par exemple, la métaphysique. Donc pour moi, en fait, être aujourd'hui cartésien, en fait, c'est juste quelqu'un qui cherche à raisonner clairement et méthodiquement. C'est pas quelqu'un qui rejette tout en bloc et tout ce qui est potentiellement subjectif et intuitif. Donc moi, c'est pour ça que en fait, je me considère quand même cartésienne. Et pour insister un peu plus, par exemple, une personne qui doute d'une rumeur jusqu'à vérifier les sources est cartésienne.
Et moi, personnellement, c'est mon cas, parce que je pars du principe, ok, on me dit quelque chose, mais j'aime bien toujours aller vérifier, aller creuser, même si c'est comme tout le monde, hein, je peux donner une information aujourd'hui et me tromper. Alors qu'à l'inverse, une personne qui refuse toute idée de spiritualité, de subjectif, sous prétexte que ce n'est pas scientifique, n'est pas automatiquement cartésienne. Elle est peut-être tout simplement sceptique ou rationaliste. Donc voilà, c'était déjà un petit détail. Pourquoi je me considère cartésienne? Parce que moi, je pars du principe que je vais toujours essayer d'aller vérifier les sources, d'aller creuser un peu plus. Et parfois, il y a des choses qui peuvent être plus subjectives. Et en fait, c'est pas pour autant que je vais les rejeter. Moi, une de mes valeurs fondamentales en tant que thérapeute, et j'ai eu un professeur qui nous a vachement appris ça, et je l'en remercie, c'était la première question que tu dois te poser. C'est est-ce que ce que je vais proposer ou ce que je vais faire au patient ou à la patiente peut être dangereux? Il m'a dit c'est très simple. Si la réponse est oui, bah du coup, pourquoi on la propose? Pourquoi on la fait? Est-ce qu'on la propose parce que c'est la seule solution qui existe et le patient et la patiente est au courant et est OK, consentant? Est-ce qu'il existe un petit risque et est-ce qu'on a aussi moyen de pouvoir l'écarter, par exemple via des tests? Moi, je repense à des manœuvres en fait, qu'on peut faire en tant qu'iné quand on a certains doutes par rapport à certains symptômes de la patiente, par exemple, qui viendrait, je prends un gros cliché, mais pour des douleurs cervicales. Techniquement, on a des tests à faire pour vérifier qu'il n'y a pas des atteintes plus graves qui nécessiteraient qu'on doit dériver notre patiente au niveau des urgences ou de son médecin généraliste, etc. Et que nos techniques peuvent être délétères. Voilà. Et en fait, pour moi, c'est de notre responsabilité professionnelle de d'abord se poser cette première question. Entre quelque chose qui aujourd'hui est bien installé scientifiquement et quelque chose qui ne l'est pas, je vais toujours personnellement préférer quelque chose qui est scientifique. Mais aujourd'hui, on va pas se mentir, il y a énormément de choses qui ne sont pas accompagnées de sources scientifiques, ou en tout cas de sources scientifiques qui sont peu fiables, comme peut l'être par exemple, on va rentrer les deux pieds dans le plat, la thérapie viscérale que je pratique beaucoup, où on pourrait dire, en fait, on peut jamais être sûr qu'on est sur tel organe. Par exemple, si moi je dis que je suis sur le foie de ma patiente en train de le travailler, bon, le foie c'était peut-être pas le bon exemple parce qu'il est quand même gros comme organe, mais bon, bref. Et bien en fait, on pourrait faire des études à demander à 100 kinés d'essayer sur le foie, mais en fait, on va pas tous être exactement au même endroit. Et donc, on pourrait conclure dans cette étude, non, c'est impossible de dire qu'on est sur le foie, etc. Bon, ok, très bien. Pareil pour le rein, par exemple. Alors que moi, je peux vous promettre que comme le rein et le psoas, des fois on me dit c'est impossible d'aller toucher un psoas, mais moi je peux vous jurer que dans mon ressenti, en fait, vraiment, au bout d'un moment, il y a certaines patientes, je suis sur quelque chose, si je leur demande de faire une flexion au niveau de la hanche, je sens le psoas qui se contracte. Et le rein, c'est pareil, je le sens dans ma main comme une sorte de savonnette un peu dure. Enfin, après, est-ce que je peux dire c'est sûr scientifiquement que j'y suis? Non, ça serait faux parce que pour ça il faudrait que je sois sous échographie, etc., etc. Et on pourrait toujours trouver des subtilités. Mais aujourd'hui, la thérapie viscérale, moi déjà au niveau de comment elle m'a été proposée particulièrement par Thierry Blin, avec qui je me suis formée, en fait, déjà, je trouvais qu'il y avait une sorte de rigueur. Contrairement à pas mal d'autres pratiques autour du ventre, on est très léger au niveau de nos appuis. Je vais faire une énorme parenthèse. Justement, moi, ça me fait très peur aujourd'hui de voir de plus en plus de personnes qui sont non professionnelles de santé masser des ventres. Voilà, alors oui, vous allez me dire, oui, mais ils massent bien les corps. Ouais, mais c'est pas la même chose d'aller masser des muscles qu'aller masser des organes. Des organes qui sont vitaux quand même, hein. Sans la rate, vous pouvez pas faire grand-chose. La vésicule biliaire, c'est un peu vivre sans, mais bon, bref. Ces personnes-là ne savent pas diagnostiquer s'il y a des calculs dans la vésicule biliaire, etc. Enfin, bref, il y a plein de choses. Pour moi, c'est lunaire et en fait, je suis pour qu'on puisse apprendre plein de choses à plein de personnes différentes. Mais sur ça, je trouve que le fait d'être professionnel de santé, quand même, c'est vraiment important parce que j'en vois certaines vraiment appuyées sur les ventres, particulièrement les Chinetsang. J'étais dans un festival il y a quelques années et quand je voyais une jeune fille en face de moi proposer des massages du ventre, quand je voyais à quel point elle appuyait et qu'en fait, cette patiente, après, a fait le tour et est venue me voir et m'a dit « Ah, c'est dommage, je viens de faire un massage du ventre et tout. » Elle disait « Oui, pas de souci. » Et puis j'ai vu. Et du coup, elle me dit « Ouais, parce que justement, j'ai pas mal de douleurs de règles, etc.
Et en fait, du coup, je me disais, waouh, enfin, moi, par rapport au peu déjà que la patiente me dit, j'aurais encore moins appuyé que ce que j'appuie déjà. Bref, en tout cas, le ventre, c'est une zone très noble dans laquelle il peut se passer des choses et potentiellement ce qu'on fait peuvent aggraver certaines choses et mettre en péril la santé du coup de nos patientes. Et même s'il y en a d'autres qui diront non, c'est pas en toucher le ventre qu'on peut faire quelque chose, bon, on va être dans un truc de débat de toute façon dans cet épisode de podcast, je pense. Et fermeture, de cette parenthèse sur le ventre et le fait que moi ça me trigger beaucoup, mais pareil, je ferai un épisode de podcast, je pense, sur tout ce qui me trigger aujourd'hui et je suis ouverte à la discussion. En tout cas, pour la thérapie viscérale, elle n'est pas forcément scientifiquement prouvée à proprement parler. Il y a des choses qui, oui, le sont, d'autres non. Mais en fait, moi, il y a pas mal de choses. Ça a répondu à des questions que je me posais par rapport à des patientes et patients et qu'en fait, je n'avais pas de réponse dans les autres formations que j'avais faites, plus EBP, entre guillemets, donc plus scientifiquement prouvées. Et en fait, la thérapie viscérale m'a permis de répondre à un problème que j'avais avec des patientes. Et même l'effet sur moi, par exemple, a été 100% bénéfique. À partir du premier jour, j'ai eu un avant-après par rapport à mon ventre. Mais vraiment. Et en fait, quand j'ai observé la différence dans mon bien-être, dans mon mental, je me suis dit, ok, je me suis posé la question de qu'est-ce qui peut être dangereux, quelles sont les limites à ne pas franchir, quand est-ce que je ne dois pas travailler sur le ventre de ma patiente. Mais derrière, en fait, moi, j'y vois le potentiel que ça peut avoir bien-être. Et je vais pas mentir, aujourd'hui, je ne pratique que en thérapie viscérale. Et en fait, aujourd'hui, c'est impressionnant les résultats comparés à d'autres techniques, ou en tout cas en combinaison à d'autres techniques. Personnellement, moi, je trouve ça plutôt fou. Donc, pour autant, c'est pas scientifique. Dernièrement, par exemple, dans mes formations aussi, il y a plusieurs filles qui me posent des questions en me disant oui, tu penses quoi de telle machine? Ah, t'as vu? Oh là là, bientôt on va développer avec telle machine. Le principe a l'air génial pour l'endométriose. Bon, je leur explique très souvent, déjà, il y a un énorme business autour de l'endométriose aujourd'hui, parce que parler d'endométriose, ça fait vendre. Aujourd'hui, la majorité des professionnels de santé veulent trouver des solutions pour l'endométriose. Moi, je ne suis jamais celle qui va courir après les nouveautés. Parce que j'ai besoin de pouvoir analyser scientifiquement ce qu'on me propose. Et très souvent, c'est intéressant de voir que c'est les propres marques qui forcément vont nous sortir leur étude scientifique. Est-ce que du coup on peut considérer ça comme valable à 100%? Moi non, hein, forcément, même si la personne le fait de manière la plus éthique possible, la plus honnête possible, il y a toujours un biais cognitif, à savoir que c'est la boîte qui vend son truc qui fait son étude scientifique. Hein, voilà, c'est pas une étude pour moi qui est 100% neutre. Ça ne veut pas dire que je ne les lis pas du tout, hein. Je les lis, mais en sachant qu'il y a quand même un petit biais cognitif là-dedans. Et surtout, encore une fois, ma première lecture va toujours être dans qu'est-ce que je peux trouver qui peut être potentiellement délétère. Et en fait, souvent, si je vois déjà un truc qui me semble délétère, que j'aime pas trop la communication qui est faite dessus, qui paraît miraculeuse, et que, on ne dit pas qu'on va guérir tout le monde, mais pas loin, enfin en tout cas que ça va être vraiment mieux, moi, personnellement, non, je préfère attendre, je préfère voir. À part, encore une fois, si ça vient répondre à un problème que j'ai avec les patientes dans lesquels je n'ai zéro solution. Et dans ce cas-là, j'en parle avec mes patientes et on voit. Mais je trouve qu'aujourd'hui, dans tout ce qui est machine, c'est fou l'offre qu'il y a aujourd'hui, particulièrement pour l'endométriose, alors que finalement, on a très très peu de recul sur leur utilisation. Voilà, donc moi, personnellement, je préfère attendre. Donc il y en a qui vont me critiquer là-dessus. Et je l'entends. Hein. Je comprends qu'il y en a qui ont envie de suite d'en profiter, etc. Très bien. Et à la fois, moi, je vais aller dans des choses qui, je le sais, vont être très difficiles à prouver scientifiquement. Tout ce qui est... là, vous allez me taper sur les doigts parce que la réflexologie plantaire, par exemple, il y a quelques petites preuves quand même. Mais voilà, réflexologie plantaire, moi, ça me parle beaucoup. Le rebozo aussi, on pourrait dire, c'est pas du tout scientifiquement été, oui, mais en fait, je suis capable d'expliquer avec des bases scientifiques, un raisonnement logique de pourquoi le serrage de bassin peut faire du bien dans le cadre de l'endométriose. Et pareil, dans ma transmission endométriose, dans cette formation que je propose en ligne, qui est différente de ma formation kiné endométriose, kiné endométriose, elle est géniale si vous êtes kinésithérapeute, que vous voulez en apprendre beaucoup plus sur l'endométriose, sur comment accompagner vos patientes de manière conventionnée. Voilà, c'est un truc qui est génial. Et dans ma transmission endométriose, j'explique vraiment plein d'autres choses. Il y a des parts, du coup, plus
ésotériques, si on devait utiliser ce terme-là, comme aussi toutes les phases énergétiques qu'on a au niveau de notre cycle menstruel, mais également des pratiques plus, encore une fois, j'allais dire holistiques, mais par exemple, tout ce qui est bain dérivatif, c'est des choses qui sont faites depuis des années. Moi, revenir un peu aux sources, et encore une fois, est-ce que ça peut être délétère? Oui, dans tel et tel cas. Ok, ben dans ce cas-là, mon cerveau fait le tri. Si cette patiente ne coche pas ces cases-là, ben ok, je peux lui proposer. Et dans tous les cas, on va voir qu'est-ce que ça va donner pour elle. Donc c'est souvent dans ces moments-là où je le vois qu'il y a pas mal de professionnels de santé qui me suivent et qui pourraient justement m'affilier comme quelqu'un de non scientifique. Et ça me fait vraiment juste sourire parce que s'ils savaient à quel point dans ma tête, je vais toujours chercher la rationalité des choses, le fait que ça soit, enfin, qu'il y ait une trace logique et surtout qu'il n'y ait pas de dangerosité pour les patientes. Parce que je pense que le pire qu'on puisse, nous, en tant que thérapeute, et même par rapport à nos patientes, avoir, c'est le fait de potentiellement aggraver les choses chez cette patiente. Encore plus, encore une fois, endométriose, parce que voilà, vous avez compris, moi, c'est ma patiente, elle, mais je me dis, elle souffre déjà tellement, en fait, parce que si elle souffre pas, généralement, elles viennent pas pousser la porte de mon cabinet. Euh, et en fait, le but, c'est vraiment de se dire, on veut apporter que du plus, ou que de la stabilisation, et pas de ce que ça s'empire, quoi. Donc voilà, et moi, enfin, je suis scientifique, je suis cartésienne, et je suis, comment dire, je cherche un raisonnement logique. Après, chaque personne est libre de pouvoir évoluer comme elles ont envie, de croire ce qu'elles ont envie, mais personnellement, je trouve que tout rejeter sous prétexte que ce n'est pas scientifique, qu'on n'a pas eu des études scientifiques pour, voilà, je trouve ça triste. Quand on sait qu'aujourd'hui, il y a plein de pathologies qu'on ne sait pas traiter, qu'on ne sait pas soulager. Si on savait soulager tout le monde par le scientifique, croyez-moi que je ne me casserais pas autant la tête à trouver des solutions. Hein. Ça ferait même longtemps, je pense que j'aurais arrêté, parce que moi, finalement, ce que j'aime, c'est trouver des solutions et me creuser la tête. Mais si on avait des protocoles qui marchaient tout le temps pour toutes les pathologies, en fait, il n'y aurait pas tout un essor de plein d'autres thérapies X ou Y. Hein. Donc c'est aussi que ça répond à une faille dans notre système de soins. Et surtout, soyons très honnêtes, des études scientifiques, comme j'ai dit au début de cet épisode, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi. Surtout les études scientifiques, ça coûte de l'argent. Donc en fait, il y a vraiment plein de techniques, de choses, de publics dans lesquels ça va être difficile de faire des études scientifiques. Parce que qui voudra dépenser de l'argent là-dedans si c'est pas potentiellement quelque chose qui peut rapporter de l'argent, c'est sûr qu'on a un peu cette impression de débourser de l'argent pour pas grand-chose, à part potentiellement prouver que ça marche ou pas. Hein. Voilà, donc c'est... Il y a des choses qu'on mettra des années. Et je pense qu'il y a même des choses où je ne serai plus de ce monde quand ça arrivera. Et voilà, donc oui, dans un sens, il faut garder espoir. Et en même temps, moi, il y a d'autres choses, j'ai pas forcément envie d'attendre qu'elles soient prouvées scientifiquement pour les utiliser. Et je sais pas si c'est encore le cas avec les nouvelles générations de kinés, parce que je n'ai plus de stagiaires depuis un moment. Et en fait, c'est vrai que je me rendais compte qu'on avait, nous, une époque au cabinet où vraiment on avait eu beaucoup de stagiaires qui étaient très, 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 très fermés à ce qui n'était pas EBP, donc scientifiquement prouvé, et qui étaient très hands-off, donc ne pas toucher les patients. Et ça, je suis pas du tout contre. Moi, je pense qu'on est là aussi pour autonomiser nos patients. Par contre, moi, si c'est pour faire venir mes patientes, qui généralement, en plus, n'habitent pas forcément à côté de mon cabinet, et leur faire des exos, moi, c'est une des premières questions que je leur pose lors du bilan. Et de première séance, c'est combien de temps vous êtes prête à dédier à des exercices à la maison? Par semaine? Ou par jour? Ça dépend en fonction de un peu comment ça se passe. Si déjà je vois que pour venir caler les séances avec moi, c'est compliqué, ok, bon ben voilà. Est-ce que dans la semaine, vous pouvez vous dédier 5-10 minutes ou qu'est-ce que vous faites qui vous prend du temps, dans lequel vous pourrez combiner d'autres choses? Par exemple, des patientes, elles passent beaucoup de temps dans les bouchons. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire pendant que vous êtes dans les bouchons, ou c'est un temps mort, ou potentiellement vous faites rien, mais est-ce qu'on peut trouver des mini-exercices faisables en voiture? Ok, oui. Mais je vais pas faire venir ma patiente que pour faire des exercices dans lesquels il n'y a pas de valeur ajoutée du fait qu'elle soit dans mon cabinet, en fait. Enfin, je pars du principe que ma patiente a autre chose à faire, à part si on s'est rendu compte qu'en effet, en fait, elle ne le faisait pas à la maison et qu'elle a besoin de venir au cabinet pour s'y tenir. Voilà. Et dans ce cas-là, on peut s'arranger. Et je trouvais ça assez triste chez ces chez ces stagiaires qu'on avait eus, parce que, en fait, moi, je peux comprendre qu'au départ, on pense ça parce que c'est ce qui leur a été appris à l'école. Et je me souviens très bien de la Maïté stagiaire qui vraiment
prenait très au fait ce qu'on lui avait appris à l'école et en stage, voilà, c'était pas simple. Et en fait, pour autant, je sais que c'est grâce à mes stages que en fait, j'ai pu évoluer dans mon métier de kiné, que j'ai pu aussi travailler tout mon cheminement. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'on avait des stagiaires, je me disais, on va essayer de aussi les pousser leurs réflexions. Et pour autant, on voyait qu'il y avait des choses dans lesquelles c'était un mur, c'était même pas possible de pouvoir échanger. Et ça m'a quand même attristée de me dire que, en fait, aucun raisonnement clair et méthodique était possible. Parce que pour moi, vraiment, je trouvais même que c'était presque de la triste bêtise. Parce que je me dis, mais en fait, je pense et j'espère qu'on a tous fait nos métiers pour que les personnes puissent aller mieux, les patients et patientes. Et en fait, elles se rendront compte peut-être un jour que du coup, les outils qu'elles sont aujourd'hui, à un moment donné, ne suffisent peut-être pas, ou arriveront à une sorte de blocage. Et j'espère qu'à ce moment-là, elles auront l'intelligence pour moi, d'aller chercher un peu d'autres choses. Ou alors, elles se contenteront de ce n'est pas possible. Elles diront à leurs patients que c'est foutu et qu'ils souffriront toute leur vie. Bon, moi, je trouve ça fort triste. Et je trouve que si nous-mêmes, en tant que professionnels de santé, on n'est pas là en train de chercher le mieux-être de nos patients, qui le fera, je ne veux pas donner de faux espoirs à mes patientes, mais au bout d'un moment, je suis là pour leur prendre la main et les accompagner vers un mieux-être et leur dire que c'est pareil. Aujourd'hui, je ne sais absolument pas tout. Il existe sûrement plein de choses. Et moi, je dis aux patientes, première question, c'est oui, vous voulez faire telle chose, pas de souci. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Ça me permet aussi de savoir un peu, en tout cas, moi, j'ai des red flags un peu sur ce qui est vraiment de l'ordre du marketing sur l'endométriose. Des personnes qui se reconvertissent d'un coup dans l'endométriose alors qu'il y a quelques années, elles n'en avaient clairement rien à carrer. Et qu'elle critiquait ses propres patientes. Bref, expérience un peu trop vécue. Et en fait, bon, enfin, il y a des personnes, on le voit, qu'en fait, elles en profitent parce qu'on parle de l'endométriose aujourd'hui. Moi, en tout cas, c'est pas le genre de personne avec qui j'ai envie d'avoir des échanges. Et surtout, mes patientes, moi, je leur dis pas, va pas voir telle personne. Je leur dis, ok, qu'est-ce que tu cherches? Et combien est-ce que tu vas débourser et pour combien de temps vous mettez et quel est le discours et qu'est-ce qu'on te propose en fait. Et parfois je leur explique aussi elles-mêmes à analyser est-ce que quelque chose peut être potentiellement dangereux pour elles ou pas. Et après c'est elles qui font leur libre arbitre. Et derrière encore une fois, même si quelqu'un décide de s'occuper de l'endométriose parce que c'est à la mode, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas aider les patientes. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais quand même, ça me rend un peu triste et je vais pas mentir. C'est aussi pour ça que j'ai amorcé ce changement un peu sur mon compte Instagram où pendant longtemps, je parlais un peu du périnée au global et de la femme enceinte. Et en fait, entre les moments de ma vie qui ont été difficiles ou autres, après je me suis dit non, mais en fait, même si au départ je ne voulais absolument pas faire que parler d'endométriose, parce que pour moi c'était me mettre dans une case et m'enfermer. Et enfin bref, je trouvais ça un peu triste. Finalement, aujourd'hui, je m'épanouis beaucoup là-dedans et en fait, j'ai envie de justement diluer un peu tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sur l'endométriose et en tout cas transmettre des choses qui potentiellement ne sont pas dites ou qui sont dites et justement aller dans ce sens-là en disant ouais, vous savez pas, il y a ça, ça, ça. Enfin, plutôt que de laisser toute la place à d'autres personnes avec qui je partage très peu de valeurs. Voilà. Donc, je me considère, oui, cartésienne, scientifique et surtout tout le temps en recherche de techniques non délétères pour que mes patientes puissent mieux vivre. Donc voilà, c'est comme ça, c'est la personne que je suis. Peut-être que dans ces épisodes, on peut avoir l'impression que je m'excuse d'être comme ça ou que j'essaie de justifier. C'est juste pour, expliquer un peu mon mode de pensée et mon raisonnement aussi potentiellement pour les personnes qui pourraient être intéressées par mes formations. Je trouve que c'est aussi important de savoir d'où me vient tout ça. Je l'ai dit aussi sur un épisode de podcast où je vous raconte des choses que vous ne savez pas sur moi. Je sais plus quel épisode c'est. Attendez. C'est bon, c'est l'épisode 52, ce que vous ne savez pas sur moi. C'est vrai que le fait personnellement d'avoir guéri d'une pathologie dite incurable, en tout cas c'est mes mots, me permet, ou en tout cas fait la personne que je suis aujourd'hui. Et en fait, parce que j'ai pu guérir via plein de choses, mais une chose en particulier qui n'est pas prouvée scientifiquement. Et en fait, moi, je vais pas vous mentir, aujourd'hui, je revis. Quand je repense à la Maïté d'il y a quelques années, qui
comment elle souffrait et tout, je me dis, mais en fait, heureusement que je suis allée chercher dans du non prouvé scientifiquement, mais qui reste très 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 scientifique. Je suis pas sûre qu'un jour j'expliquerai plus tout ça parce que c'est de l'ordre du très perso et je suis pas sûre que tout ça enfin je suis pas sûre d'avoir envie que tout ça puisse se retrouver sur internet, mais pour vous dire, c'est vraiment quelque chose qui est scientifique. C'est pas un truc je suis pas allée voir un chaman ou je suis pas manger de la soja, quoi, voilà. Mais pour par exemple mon ancien médecin, c'était pas concevable que ça puisse m'avoir aidé autant, alors que pour autant ça a clairement changé ma vie et voilà, donc je pense que ça joue sur le fait que, ok, s'il n'y a pas dans le scientifique, ben, je vais aller chercher ailleurs, dans des choses qui me semblent quand même cohérentes et logiques. Donc voilà, je pense que j'ai beaucoup répété ça dans cet épisode de podcast. Et vous, j'ai hâte de savoir comment vous considérez, que vous soyez patiente ou thérapeute. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous considérez cartésien, mais dans le sens cartésien, parce que justement vous cherchez cette logique et vous avez apprécié la définition que j'en ai donnée? Est-ce que vous considérez cartésien? Parce qu'en fait, vous, tant qu'on vous prouve pas par A plus B que c'est vrai, vous n'y croirez jamais. Et c'est ok, hein, c'est pas une critique. Bon, si vous êtes thérapeute, comme vous avez compris, je trouve ça juste un peu dommage par rapport aux personnes que vous pouvez accompagner. Mais peut-être que vous arrivez à soigner tout le monde. Et dans ce cas-là, mais pas. Dites-moi votre nom, prénom, je vais venir me former chez vous pour en apprendre plus. Voilà, j'ai hâte d'avoir un peu vos retours. Et on se retrouvera dans tous les cas la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Anata Podcast. Sachez déjà que je suis tellement heureuse d'avoir repris ce podcast depuis septembre déjà, de vous retrouver toutes les semaines. J'espère que c'est quelque chose qui vous plaît. On alterne toujours un peu des épisodes un peu blabla comme aujourd'hui, mais qui nourrissent une réflexion que je trouve quand même intéressante. Des épisodes un peu plus humoristiques parce que c'est la personne que je suis. J'aime bien rigoler, j'aime bien me marrer et j'aime bien surtout m'auto-foutre de ma propre gueule parce que je trouve que c'est toujours drôle d'être dans l'autodérision, mais aussi des épisodes plus scientifiques. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à peut-être aller commenter le post du coup de cet épisode de podcast sur Maïté la kiné ou sur Anata Podcast sur Instagram. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode d'Anata Podcast dès 6h06 tous les mardis sur toutes les plateformes d'écoute. Allez, belle journée ou belle soirée!